RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Et je reçois aujourd'hui Bertrand Trépeau, spécialiste de la question viticole, lui-même viticulteur, et chez C2R, responsable de marketing communication. Et donc Bertrand, une question qui est aujourd'hui que le niveau de la récolte 2024 en Champagne nous pose inévitablement, un niveau de récolte qui a été en dessous de l'appellation, puisque la Champagne a récolté en moyenne 8000 kg de l'hectare cette année, et avec des écarts, une hétérogénéité absolument incroyable, avec des endroits où on a récolté 12 000 voire 15 000 kg dans certaines parcelles, et d'autres endroits où on a récolté 300 kg, voire rien récolté du tout. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi une telle hétérogénéité, et on sait que la principale cause, elle tient au mildiou, à l'oïdium, et en gros, à l'ennemi numéro 1 de la vigne, depuis des décennies et des décennies. Et aujourd'hui, il y a une question qu'on peut se poser, parce qu'on sait qu'il y a quand même des avancées dans ce domaine-là. Est-ce que la génétique peut sauver le vignoble champenois ? Alors oui, sur les hétérogénéités de la vendange, l'ennemi numéro 1, ça a été cette année le mildiou. Le mildiou, il se plaît dans un climat avec de l'humidité, avec des températures un peu moyennes, pas excessives pour ni trop basses. Il a sa plage de température préférée, mais surtout il faut de l'eau. Et là, cette année, comme il pleuvait tous les 2-3 jours, il y avait tout ce qu'il fallait pour que le mildiou se... Donc c'était l'année du mildiou. Comme 2021, et vous voyez qu'il n'y a pas un grand écart, 2021-2024, ça fait des années pas très très éloignées, on a eu des pressions mildiou assez... Et 2021, on avait récolté en moyenne 7300 kilos en Champagne, c'est-à-dire moins qu'en 2024. Moins qu'en 2024, sachant que on a appris, en fait ce que beaucoup de techniciens et de vignerons disent, c'est que 2021, ça a été tellement dur. On a appris sur le cycle du mildiou, on a appris sur où positionner au mieux les traitements, commencer, etc. Enfin, ce sont des pratiques. Hein. C'est plutôt rassurant de voir que l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, a cette capacité de tirer des enseignements, des bonnes années comme des mauvaises. C'est surtout les mauvaises en général où il apprend. Là, en l'occurrence, on montre que sur une année qui était peut-être encore plus humide, on a réussi à faire légèrement mieux en moyenne. Voilà. Alors, il faut quand même mettre en parallèle cette calamité qu'est le mildiou avec une réduction des moyens de lutte contre le mildiou qu'on avait historiquement. Exactement. Donc les moyens de lutte, les moyens historiques, c'était d'utiliser donc principalement du cuivre, pardon. C'est des minéraux. Donc là, c'est le cuivre. Le soufre, c'est pour l'oïdium. Le cuivre, c'est la fameuse bouillie bordelaise dont tout à chacun a entendu parler depuis des années et des années. Et puis est arrivée la chimie moderne avec, au départ, toute une série de molécules qui avaient ce qu'on appelait une rémanence, une capacité à rester efficace et à avoir un pouvoir protecteur pendant une période assez longue, un certain nombre de jours. Puis ça, c'est les années 80 où ces produits-là apparaissent ? Oui, à partir de 70-80, et puis le catalogue va s'enrichir de nouveaux produits petit à petit, puis on va commencer à se poser des questions sur ces produits, sur les autres conséquences qu'ils ont. Certes, ils sont efficaces pour le mildiou, mais est-ce que quelque part, une fois qu'on a fini la campagne viticole, il resterait pas un petit peu dans le sol, dans les nappes phréatiques ? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils n'ont pas un autre impact ? Et on a commencé à parler de pesticides pour ces produits-là. Et on est arrivé dans une deuxième phase de cette protection des plantes où on a commencé à retirer toute une série de ces produits-là. En se disant, tiens, on a un indicateur qui nous inquiète, celui-là on sait pas trop, donc tant qu'on sait pas, on le retire, etc. Et là où on avait avant un portefeuille qui s'élargissait, on a un portefeuille au contraire, depuis plus d'une décennie, qui se rétrécit. On se demande bien ce qui nous restera à la fin de cette famille de produits issus de la chimie moderne. Mais il reste quand même le sulfate de cuivre. Voilà, la bouillie bordelaise, et il apparaît les produits qu'on appelle biocontrôle.
Et un biocontrôle, ça veut juste dire que c'est un produit biosourcé qui est considéré, où on a bien vérifié que il n'avait pas de composés de chimie de synthèse inconnus au bataillon et donc on connaissait pas les effets, mais ça recouvre une variété de produits, de possibilités de préparation énormes. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que efficace ou pas ? Selon le comité Champagne, on n'a pas un produit de biocontrôle qui assure une efficacité suffisante. Et alors le terme qu'ils utilisent souvent, c'est suffisamment reproductible. C'est-à-dire qu'une fois, ça marche bien. Puis alors la fois d'après, ça marche pas du tout. Et c'est pas satisfaisant pour un produit. Il faut qu'il soit efficace à chaque fois. Donc, pour le moment, il y a énormément d'argent mis dans la recherche de biocontrôle. Je lis toutes les semaines un article de la presse disant, tiens, ça y est, on en a trouvé un qui va être efficace. Puis, pour le moment, en tant qu'utilisateur, en tant que vigneron, on est toujours dans l'attente. Et on a surtout besoin de recul par rapport à l'utilisation de ces produits-là. Alors, dans cet univers de la Champagne, avec un peu plus de 32 000 hectares en production, on a aujourd'hui beaucoup de vignerons, un nombre significatif en tout cas, voire des grandes maisons, qui sont convertis au bio, à la production bio. Or, cette année, la production bio a été particulièrement touchée. Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi les bio ont été plus pénalisés cette année par le mildiou et l'oïdium que les conventionnels, les autres en fait? C'est très simple, c'est ce que je vous parlais en termes de rémanence. Je vous ai dit, on met un produit et on regarde combien de temps il peut être efficace. En fait, le cuivre, sous la forme que vous voulez, a un principal défaut, c'est qu'il est lessivable. Lessivable, ça veut dire s'il pleut, eh ben il va finir, la pluie va le nettoyer de la feuille ou de la grappe de raisin et il va finir dans le sol. Donc s'il pleut, la bouillie bordelaise, elle est sur le sol, quoi. Voilà. Et donc le lendemain de la pluie, la vigne est quasiment plus protégée, enfin quasiment plus, schématise. Mais bon bref, c'est lessivable beaucoup plus que les produits issus de la chimie de synthèse. Et cette sensibilité à la pluie fait que tous ceux qui étaient en bio ont vu en permanence leur cuivre être lessivé tout au long de la saison, alors que ceux qui étaient en conventionnel pouvaient bénéficier de produits qui étaient moins sensibles à la pluie et donc assurer une protection de la plante plus homogène que les produits à base de cuivre. C'est la grande différence. D'accord. Donc en fait, mais il n'y a pas possibilité avec la bouillie bordelaise d'y mettre un adjuvant un peu de collant. Si, c'est intéressant que vous parliez de ça, Hubert. On essaye plein de choses. Et je vais vous citer un exemple. On a mené des tests dans ma région. C'est du petit lait, par exemple. D'accord. Du petit lait mélangé avec la bouillie bordelaise. Et le petit lait sert de collant. Il y a du gras, quoi. De maintenir. Mais le problème, c'est que ça colle un peu pour que le cuivre reste sur la vigne. Mais ça colle aussi un petit peu la buse du tracteur qui doit mettre la bouillie bordelaise. Donc, et peut-être même la capacité de respiration des feuilles. Ce sont des tests. On aimerait trouver cet adjuvant. Vous avez exactement raison. C'est un des principaux leviers de recherche actuellement pour améliorer la protection du cuivre. Le cuivre, c'est efficace. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il reste en place. Oui, on comprend bien. Et qu'il reste en place. Et quand il a été lessivé, que très rapidement, on refasse un traitement. Jusqu'au point de faire jusqu'à combien de traitements cuivre pour une année aussi pire que l'année 2024? Une bonne trentaine de traitements, c'est quand même colossal. Une trentaine de traitements, ouais. Une trentaine d'interventions de pulvérisation de bouillie bordelaise dans un cycle végétatif. C'est épuisant pour un vigneron, c'est vraiment épuisant. Et ça veut dire que 7 jours sur 7, on doit être capable d'intervenir. À tout moment, et pour intervenir, il faut aussi que le sol soit prêt pour l'intervention. Et quand il y a beaucoup de pluie, un sol, vous y passiez pas comme ça, selon que vous êtes sur des sables, sur de la craie, sur de la marne, de la pente, etc. Ça peut être risqué de passer juste après la pluie sur une parcelle qui est enherbée, pentue. Tout ça, ce sont beaucoup de contraintes. En tout cas, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes, mais il y a aussi la contrainte que le cuivre arrive dans le sol et s'installe dans le sol de façon durable à des doses importantes, et aussi qu'on tasse le sol très fortement et qu'on le dégrade en même temps, quoi. Donc ça va presque à l'inverse de la philosophie bio quand on est dans une telle situation. On préfère être bio une année où il pleut pas trop, et là on a l'impression de vraiment faire son travail comme on a envie de le mener, mais en 2021 et 2024, et on s'aperçoit aussi que ceux qui ne travaillent que 5 jours par semaine et qui peuvent intervenir que 5 jours par semaine parce qu'on est dans un système de salariat, ont été encore plus pénalisés cette année en termes de rendement. Oui, clairement la vigne
s'accommode assez mal des 35 heures. Des 35 heures et des 5 jours sur 7. Donc, la génétique, est-ce la solution miracle pour se sauver face à cette calamité qui est le mildiou et l'oïdium? Miracle, je ne sais pas. En tout cas, ce qui a été autorisé déjà en Champagne l'année dernière, c'est en test un nouveau cépage qui s'appelle Voltis. On en avait dit déjà quelques mots lors d'une précédente émission. Donc le Voltis, c'est un croisement entre un cépage viticole, je crois que c'était un chardonnay, avec une vigne résistante qu'on a trouvée dans la nature et qui était résistante au mildiou et à l'oïdium. Ce croisement crée un nouveau cépage. On lui a donné un nom, ça fait un peu nom de Pokémon, Voltis, mais il a comme caractéristique d'avoir des gènes de résistance contre ces maladies. Et ce qui fait que lui, il faut quand même le traiter, mais très peu. 2-3 traitements font l'affaire, paraît-il, et assurent comme ça des raisins et des feuilles saines à la vendange, même dans les conditions de 2024. Alors on a du Voltis qui est planté, et cette année qui a produit du raisin. Tout à fait. Et on a fait des observations et on a fait un suivi de culture très précis pour conclure qu'il était plus résistant. Ce qui nous embête plus, c'est commercialement. Il faut expliquer ensuite que les vins qu'on va faire avec, quand on va présenter les assemblages à nos partenaires sommeliers, distributeurs, importateurs, et qu'on va leur dire, tiens, il y a 30% de Pinot Meunier, 3% de Voltis. De quoi? Ah oui, alors Voltis, je t'explique, c'est un nouveau cépage qui est résistant, etc. Et si demain on n'avait que des cépages résistants et qu'à la place de Voltis on mettrait les autres cépages qui ont déjà été inventés, Artaban, Vidocq, Floréal, vous imaginez l'assemblage qu'on annoncerait aux clients, ils nous demanderaient si c'est encore du champagne. Donc il y a quand même ce sujet de dire... Le cahier des charges de l'AOC aujourd'hui, oui. On a un cahier des charges de l'AOC avec des cépages autorisés. Oui. Il y a le nombre de cépages, c'est 7 cépages autorisés, dont les principaux chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Voilà. Et puis on a quelques autres très rares qui sont des Arbanne, anciens. Pinot blanc, petit mélier. Oui, etc. donc des vieux cépages dont on constate une résistance particulière, ces vieux cépages. Non, ils sont plutôt fragiles d'ailleurs. Ils sont fragiles. Donc les nouveaux cépages type Voltis, c'est l'avenir. Mais ils ne sont pas dans le cahier des charges de l'AOC Champagne. Voltis a été introduit de manière pour faire un test. Ce qui serait possible demain et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rendre résistants des chardonnays, des pinots noirs et des meuniers. Et pour ça, la technique, c'est les NTG, les nouvelles techniques génomiques, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des ciseaux moléculaires pour pouvoir intervenir dans ces cépages, dans le patrimoine génétique de ces cépages. Alors ça n'est pas des OGM, on est bien d'accord. Ce ne sont pas des OGM, c'est pas les mêmes techniques et c'est surtout, ça évite les mêmes risques qu'à l'époque des OGM. Alors c'est un sujet passionnant et puis très technique. Je lui rendrai pas honneur en quelques secondes, mais les NTG, c'est une autre technique, ce ne sont pas des OGM, qui permettent, encore une fois, juste d'aller corriger un gène ou d'introduire un gène à un endroit. On trouve, le gène qui permet à Voltis de résister et on va le mettre dans un chardonnay ou un pinot noir. Mais bon, les NTG, pour le moment, ça existe, on commence à les utiliser, c'est très encadré, mais c'est pas autorisé aujourd'hui pour aller développer... Et ça a quand même l'avantage de ne pas dénaturer la plante sur lesquelles on intervient. Ce serait le principal intérêt. On resterait sur un chardonnay, on resterait sur un pinot. Mais c'est plein d'espoir en fait. Oui. Et il va falloir du temps. Pour essayer tout ça. Parce que la vigne, il lui faut du temps pour pousser, pour produire du raisin. Et entre le raisin qui est produit et la bouteille de champagne qu'on peut boire, il faut quand même plusieurs années. C'est ça. À très bientôt sur RCF. Merci Bertrand pour toutes ces explications. Au revoir à tous.